Et si je vous disais que la plupart des gens s'y prennent complètement mal en matière de procréation? Non pas parce qu'ils utilisent de mauvaises plantes, un mauvais sol ou la mauvaise période de l'année, mais parce qu'ils ignorent quelques secrets que les cultivateurs professionnels connaissent depuis des décennies. Des secrets si simples, si peu coûteux et si efficaces qu'une fois que vous les connaîtrez, vous ne perdrez plus jamais une seule bouture. En ce moment, partout dans le monde, des jardiniers voient leurs boutures se flétrir, pourrir et mourir, et ils s'en veulent. Ils pensent ne pas avoir la main verte, mais en réalité, personne ne leur a jamais dit que la vitesse de formation des racines est totalement contrôlable. Vous pouvez ainsi passer d'une attente de 6 semaines pour l'apparition des racines à une croissance racinaire explosive en moins d'une semaine. Saviez-vous que certains des stimulateurs d'enracinement les plus puissants au monde se trouvent déjà dans votre cuisine? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 20 secrets de routage, classés d'impressionnants à absolument révolutionnaires. Restez dans les parages, car le numéro 11 semble contre-intuitif, presque à l'envers, mais il est étayé par la biologie végétale, et il fonctionne à tous les coups. Et la technique numéro 20 est une technique physique qui prend environ 30 secondes et peut doubler votre taux de réussite d'enracinement du jour au lendemain. N'oubliez pas de vous abonner, car chaque semaine, nous publions des vidéos qui vont droit au but et vous apportent de véritables connaissances scientifiques sur la culture, qui fonctionnent vraiment. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Le miel pour stimuler l'enracinement, le secret des placards de cuisine. Commençons par quelque chose qui ressemble à un mythe, mais qui n'en est pas un. Le miel brut est l'un des agents d'enracinement naturel les plus efficaces que vous puissiez utiliser, et il ne coûte presque rien si vous en avez déjà un pot dans votre garde-manger. Voici pourquoi ça fonctionne. Le miel brut contient des enzymes naturelles, des oligo-éléments et, surtout, des composés antimicrobiens qui protègent les tiges fraîchement coupées des infections bactériennes pendant la phase d'enracinement la plus vulnérable. C'est juste après la coupe, lorsque la tige est ouverte et exposée, que la plupart des boutures échouent. Non pas par manque de nutriments ou à cause d'un mauvais éclairage, mais à cause d'une attaque microbienne invisible. Trempez l'extrémité coupée de votre bouture dans du miel brut, sur seulement 2,5 cm environ, puis plantez-la ou placez-la dans votre substrat de bouturage. Le miel forme une fine couche protectrice qui empêche la prolifération des bactéries et des champignons tout en délivrant simultanément des composés, favorisant la croissance directement sur la surface coupée. Des études sur les agents antimicrobiens végétaux confirment que la teneur naturelle en peroxyde d'hydrogène du miel crée un environnement hostile aux agents pathogènes, mais parfaitement sûr pour les tissus végétaux. Il en résulte une réduction spectaculaire du nombre d'échecs, notamment pour les boutures de bois résineux, sujettes à la pourriture à la base. Imaginez que vous donniez un garde du corps à votre couteau pendant les quelques jours les plus dangereux de sa vie. Un pot de miel brut, utilisé avec parcimonie, vous durera toute une saison de propagation. Deuxième astuce, anti-pourriture à la cannelle. Le fongicide pour étagère à épices. Voici une chose que votre grand-mère savait probablement, mais que l'industrie du jardinage veut vous faire oublier. La cannelle, celle-là même que vous avez dans votre placard à épices, est un puissant antifongique naturel qui protège les boutures de la principale cause d'échec de la propagation, la pourriture à la base. Lorsque vous prélevez une bouture et la placez dans de la terre humide ou dans l'eau, vous créez précisément les conditions chaudes et humides que les champignons affectionnent. Sans protection, les spores fongiques attaquent l'extrémité coupée, formant une pourriture grise ou noire et pâteuse qui tue la bouture avant même que les racines n'aient eu la chance de se former. Saupoudrez de cannelle en poudre directement l'extrémité coupée de votre bouture avant de l'insérer dans votre substrat de bouturage. Elle crée une barrière sèche et antimicrobienne précisément là où la pourriture a tendance à se développer. La cannelle n'interfère pas avec la formation des racines. Les racines la traversent tout simplement.
Son action consiste à neutraliser la menace fongique qui, autrement, mettrait fin à la vie de votre bouture dès la première semaine. Cela fonctionne particulièrement bien pour les boutures de plantes succulentes, les boutures de rosiers et toutes les boutures de tiges ligneuses que vous faites enraciner dans la terre. Il est totalement exempt de produits chimiques agressifs, ne coûte presque rien et fonctionne avec une remarquable constance. Considérez-le comme une épice à double usage. Elle aromatise vos plats et protège vos plantes. Troisième méthode de culture des pommes de terre, l'incubateur vivant. On dirait un tour de magie. On dirait une recette tirée d'un vieil almanach agricole. Et elle est si efficace qu'une fois qu'on l'a essayée, on l'utilise systématiquement pour multiplier les rosiers, les géraniums ou toute autre bouture à tiges épaisses. Prenez une pomme de terre fraîche, une pomme de terre à cuire ordinaire et utilisez une brochette ou un tournevis pour y percer un trou, d'un diamètre approximativement égal à celui de la tige de votre bouture. Insérez la partie coupée dans le trou de façon à ce qu'elle s'insère parfaitement dans la pomme de terre. Plantez l'ensemble, pomme de terre et bouture, ensemble, dans votre substrat de bouturage. Voici la science qui se cache derrière la magie. Une pomme de terre est essentiellement un réservoir d'humidité vivant et respirant, gorgé de glucides, de minéraux et de composés de croissance naturelle. Comme la bouture est placée à l'intérieur, elle absorbe une humidité constante et de faibles quantités de nutriments directement par la tige pendant le développement de ses racines. La coupe ne sèche jamais. Il ne meurt jamais de faim. Elle se concentre exclusivement sur la production de racines. Les recherches sur la propagation à base de pommes de terre montrent que la teneur en amidon de la pomme de terre fournit une source d'énergie à libération lente qui soutient la bouture pendant les premières semaines critiques, avant qu'elle ne développe des racines capables de se maintenir. Les rosiéristes professionnels utilisent des variantes de cette technique depuis des générations. C'est le substrat de bouturage à libération lente original, et il se développe dans votre garde-manger toute l'année. Numéro 4. Le bain de gel d'aloe vera, le composé de croissance vivante. L'aloe vera fait partie de ces plantes qui donnent plus qu'elles ne prennent. On la cultive pour son gel lorsqu'on a une brûlure ou une irritation cutanée, mais ce même gel est riche en composés qui ont des effets profonds sur le développement des racines des plantes. Le gel d'aloe vera contient de l'acide salicylique, qui déclenche des réponses immunitaires chez la plante et initie sa croissance. Il contient des gibérellines, qui sont des hormones de croissance naturelle. Elle contient des saponines, qui ont des propriétés antimicrobiennes, ainsi qu'une gamme d'enzymes et de minéraux qui favorisent la division cellulaire. C'est exactement ce dont vous avez besoin à la base d'une bouture qui tente de développer des racines. Coupez une feuille d'aloès fraîche, pressez-la ou prélevez-en le gel transparent. Trempez soigneusement la base de votre bouture dans le gel avant de la placer dans votre substrat d'enracinement. Autre solution, dissoudre du gel d'aloès dans de l'eau et l'utiliser comme eau d'enracinement pour les boutures en culture hydroponique. Le gel recouvre la surface de coupe, la protège des agents pathogènes et délivre des stimulants de croissance naturelle directement là où la bouture en a le plus besoin. Les études sur les traitements végétaux à base d'aloès montrent systématiquement une initiation racinaire accélérée par rapport aux témoins non traités. Ce n'est pas du folklore. L'alchimie est réelle, documentée et véritablement impressionnante. Si vous cultivez déjà de l'aloe vera, et vous avez chez vous l'un des meilleurs agents d'enracinement naturel disponibles. Numéro 5. L'eau de saule, l'hormone d'enracinement naturel. C'est celle à laquelle reviennent sans cesse les propagateurs professionnels et les amateurs passionnés. Car rien d'autre dans la nature n'égale l'effet de l'eau de saule sur la vitesse d'enracinement. Les saules, toutes espèces confondues, produisent des concentrations extraordinairement élevées d'acide indolbutyrique, qui est exactement le même composé que l'on trouve dans les hormones d'enracinement commerciales. Elles produisent également de l'acide salicylique, qui prépare les tissus végétaux à la croissance et à la défense simultanément.
Lorsque vous préparez de l'eau de saule, vous concoctez en réalité une dose de l'hormone d'enracinement naturel, la plus efficace qui soit. Récoltez de jeunes branches de saule, les nouvelles poussent à partir des extrémités. Coupez-les en petits morceaux et plongez-les dans l'eau. Laissez-les tremper pendant 24 à 48 heures. Filtrez ensuite la matière végétale. Le liquide restant, désormais de couleur ambre dorée, est votre eau de saule. Faites-y tremper vos boutures pendant plusieurs heures, avant de les planter ou utilisez-la comme eau d'enracinement pour vos boutures cultivées dans l'eau. Les résultats sont spectaculaires. Les boutures traitées à l'eau de saule s'enracinent systématiquement plus vite, produisent plus de racines et ont des taux de survie plus élevés que les boutures non traitées, souvent avec des marges qui rivalisent avec les hormones d'enracinement synthétique commerciales. Et le plus beau, c'est que les saules poussent partout. Cette technique ne coûte rien et son principe biologique a été validé par des chercheurs en sciences végétales. Si vous avez un saule près de chez vous, vous avez accès à l'un des outils d'enracinement les plus puissants de la nature. Numéro 6. Le bain d'eau à l'aspirine. L'astuce de la pharmacie. L'aspirine, ce modeste analgésique qui se trouve dans votre armoire à pharmacie, contient de l'acide salicylique, un composé que les plantes utilisent en interne comme molécule de signalisation pour déclencher des réponses immunitaires et initier leur croissance. En l'introduisant de l'extérieur par trempage dans l'eau, vous piratez en quelque sorte le système de communication de la plante pour lui dire « Développe des racines maintenant ». Dissoudre un comprimé d'aspirine ordinaire non enrobé, 325 mg, dans 1 L d'eau. Faites tremper vos boutures dans cette solution pendant quelques heures avant de les placer dans votre milieu d'enracinement ou utilisez directement l'eau diluée, à l'aspirine, comme eau d'enracinement pour la culture en eau. Voici ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. L'acide salicylique active la résistance systémique acquise de la plante, une sorte d'amorçage immunitaire qui oriente les ressources vers la croissance et la protection simultanément. Les recherches sur les effets de l'acide salicylique sur la propagation des plantes montrent des améliorations constantes de la vitesse d'initiation racinaire et de la masse racinaire globale des boutures traitées par rapport aux témoins. La dose est importante. Une trop grande quantité d'aspirine inhibe en réalité la croissance. Un comprimé par litre, c'est le dosage idéal. Suffisant pour déclencher la réaction sans surcharger les systèmes de l'usine. C'est un de ces cas où la science explique parfaitement ce que les jardiniers observent empiriquement depuis des années. Un composé bon marché et largement disponible qui fait exactement ce que sa chimie promet. Numéro 7. Le bain d'enracinement à l'eau de coco, l'accélérateur de croissance tropicale. L'eau de coco a suscité un intérêt considérable dans le domaine de la nutrition humaine, mais les botanistes connaissent ses effets sur le développement racinaire depuis des décennies. Car l'eau de coco est littéralement l'une des sources naturelles les plus riches en cytokinines qui soient. Les cytokinines sont des hormones végétales qui contrôlent la division cellulaire. Il s'agit du signal chimique qui indique aux cellules végétales de se multiplier, ce qui est exactement ce dont vous avez besoin à la base d'une bouture qui tente de former des racines. Des niveaux plus élevés de cytokinine entraînent une division cellulaire plus rapide, ce qui entraîne un développement racinaire plus rapide. C'est aussi direct que ça. Utilisez de l'eau de coco fraîche, et non la version sucrée en conserve, mais de l'eau de coco brute diluée avec une quantité égale d'eau plate. Faites tremper vos boutures dans cette solution pendant 2 à 4 heures avant de les enraciner. Les cytokinines sont absorbées directement par la surface de la tige coupée et commencent immédiatement à stimuler l'activité cellulaire au niveau des nœuds où se formeront les racines. Les recherches sur les effets des cytokinines sur la reproduction sont nombreuses et cohérentes. Il ne s'agit pas d'un remède maison reposant sur des témoignages anecdotiques. Il s'agit d'un mécanisme biologique documenté selon lequel l'eau de coco fournit, sous une forme que les plantes peuvent immédiatement utiliser.
Vous trouverez des noix de coco fraîches dans les épiceries asiatiques, ou vous pouvez utiliser de l'eau de coco pure non sucrée en bouteille. Une seule noix de coco fournit suffisamment de liquide pour traiter un lot entier de boutures. Imaginez-le comme un accélérateur de croissance qui pousse littéralement sur les arbres. Numéro 8. Apport supplémentaire de calcium de coquille d'œuf. Bâtir des racines solides dès le départ. Voici un point que la plupart des jardiniers négligent complètement. La vitesse à laquelle les racines se forment est importante, mais l'intégrité structurelle de ces racines l'est tout autant. Et le calcium, ce minéral qui rend vos os solides, joue le même rôle dans les tissus racinaires des plantes. Sans une quantité suffisante de calcium, les jeunes racines forment des structures faibles et fragiles, qui se cassent facilement et n'ancrent pas correctement la bouture. Conservez vos coquilles d'œufs, rincez-les, séchez-les et réduisez-les en petits morceaux ou en poudre. Ajoutez-les au fond de votre récipient de bouturage ou mélangez-les à votre substrat de bouturage. Lorsque l'humidité les traverse, elles libèrent lentement des ions calcium directement dans la zone racinaire. Voici pourquoi cela est particulièrement important lors de la propagation. Lorsque les racines émergent d'une bouture, elles produisent de nouvelles parois cellulaires à un rythme extrêmement rapide. Le calcium est un composant essentiel des parois cellulaires végétales. Sans suffisamment de calcium, ces parois cellulaires se forment mal, produisant des racines qui paraissent saines en surface, mais qui manquent de l'intégrité structurelle nécessaire pour soutenir une croissance vigoureuse. Le calcium contenu dans les coquilles d'œufs est libéré lentement et régulièrement, sans surcharger la plante, mais en maintenant une disponibilité constante tout au long de la période d'enracinement. Les recherches sur le rôle du calcium dans le développement racinaire montrent systématiquement que les milieux de propagation suffisamment riches en calcium produisent des systèmes racinaires plus forts et plus robustes que les témoins carencés en calcium. Vous jetez l'un des outils de propagation les plus utiles à chaque fois que vous préparez le petit déjeuner. Gardez ces coquillages. Numéro 9. La fermentation de l'eau de riz, l'accélérateur microbien. C'est là que nous entrons en territoire surpris, même par les cultivateurs les plus expérimentés. L'eau que vous égouttez du riz après le trempage ou la cuisson n'est pas seulement de l'eau riche en amidon. Il s'agit d'un bouillon concentré de sucre, de vitamines et de minéraux qui, une fois légèrement fermenté, devient un inoculant microbien incroyablement efficace pour votre substrat de culture. Voici le processus. Faites tremper le riz cru dans l'eau pendant 30 minutes, puis égouttez l'eau laiteuse dans un récipient. Laissez cette eau de riz reposer à température ambiante pendant 24 à 48 heures, jusqu'à ce qu'elle commence à fermenter très légèrement. Vous remarquerez une légère et agréable odeur acidulée. Diluez cette eau de riz fermentée avec 5 à 10 parts d'eau plate et utilisez-la pour arroser votre substrat de bouturage ou comme eau de bouturage. Cela introduit une population massive de bactéries et de champignons bénéfiques, notamment des espèces de lactobacilles qui colonisent la zone racinaire et créent des conditions très favorables au développement des racines. Ces microbes décomposent la matière organique en forme que les racines naissantes peuvent immédiatement utiliser. Ils concurrencent les champignons pathogènes responsables de la pourriture et produisent des composés favorisant la croissance comme sous-produits métaboliques. Les méthodes agricoles naturelles traditionnelles coréennes et japonaises utilisent l'eau de riz fermentée depuis des générations, et les recherches modernes sur les microbiomes bénéfiques du sol confirment ce phénomène biologique. Vous ne faites pas que nourrir la plante, vous créez également une communauté microbienne dans la zone racinaire, ce qui rend l'enracinement plus rapide, plus sûr et plus réussi. Numéro 10. La méthode de l'eau oxygénée, l'accélérateur invisible. Voici un aspect auquel presque personne ne pense lorsqu'on met des boutures dans l'eau. La teneur en oxygène de l'eau elle-même. La plupart des gens remplissent un bocal d'eau du robinet, y plongent leur bouture et se demandent pourquoi les racines se forment lentement.
Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la formation des racines est un processus aérobie. Elle a besoin d'oxygène, et pourtant, l'eau stagnante se retrouve dépourvue d'oxygène en quelques jours. Oxygénez votre eau d'arrosage. La méthode la plus simple consiste à utiliser une petite pompe à air pour aquarium avec une pierre à air, du genre de celle qu'on trouve pour quelques euros dans n'importe quelle animalerie, placée dans le récipient de bouturage. Son fonctionnement continu maintient l'eau sursaturée en oxygène tout au long du processus d'enracinement. Voici ce que cela fait à l'intérieur de l'usine. L'initiation et l'élongation des racines sont alimentées par la respiration cellulaire, qui nécessite de l'oxygène. Lorsque le taux d'oxygène dans la zone racinaire diminue, le développement des racines ralentit, parfois de façon spectaculaire. Lorsque l'oxygène est abondant, les cellules responsables de la formation des racines fonctionnent à pleine capacité. Les études sur la propagation hydroponique montrent systématiquement que les niveaux d'oxygène dissous constituent l'une des variables contrôlables les plus importantes en ce qui concerne la vitesse d'enracinement. Les installations de propagation commerciale utilisent l'oxygénation comme pratique courante. C'est un de ces secrets de professionnels tellement simples et peu coûteux qu'il n'y a aucune raison pour que chaque amateur de multiplication à domicile ne le fasse pas. Maintenant, si vous prenez des notes et que vous vous rendez compte du nombre de ces outils que vous possédez déjà chez vous, rendez-moi un grand service maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres cultivateurs qui perdent inutilement des boutures, alors que les solutions sont si simples. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications, car c'est exactement le genre de connaissances que nous partageons chaque semaine. Continuons, car le numéro 11 est celui qui vous semblera complètement absurde jusqu'à ce que vous en compreniez le principe scientifique, et ensuite vous ne préparerez plus jamais vos boutures de la même manière. Numéro 11. Astuce pour enraciner l'obscurité. L'avantage souterrain. Prêt pour la solution contre-intuitive. Recouvrez la zone racinaire de vos boutures dans l'obscurité complète. Pas les feuilles, seulement la partie de la tige qui se trouve dans le substrat de culture, car les racines, de par leur nature évolutive, se forment plus rapidement dans l'obscurité que dans la lumière. Réfléchissez du point de vue de la plante. Les racines poussent sous terre. Ils ont évolué pour réagir à l'obscurité, comme au signal qu'ils se trouvent dans l'environnement propice à leur prolifération. Lorsque la lumière atteint la zone racinaire, elle inhibe en réalité certains processus de formation des racines. Lorsque la zone racinaire est sombre, les signaux hormonaux de la plante indiquent « c'est ici que les racines doivent se former ». Formez-les ici. Formez-les maintenant. Enveloppez vos conteneurs de bouturage dans du papier foncé, du plastique noir ou du papier aluminium. Des pots opaques à la place des bocaux en verre transparent. Si vous faites raciner vos plantes dans l'eau, dans un récipient transparent, enveloppez-le complètement. Ce qui se passe à la base de cette tranchée devrait se produire dans l'obscurité la plus totale. Les recherches sur le phototropisme et le développement racinaire montrent que même de faibles niveaux de lumière atteignant la zone racinaire peuvent supprimer l'activité de l'auxine, la principale hormone qui stimule la formation des racines. Éliminer cette exposition à la lumière supprime un frein subtil, mais réel, au processus d'enracinement. Cela prend 30 secondes à mettre en œuvre et ne coûte rien. Les résultats, notamment pour les variétés difficiles à enraciner, peuvent être spectaculaires. Numéro 12. Astuce de la chaleur de fond, racines chaudes, croissance rapide. Le froid ralentit tout en biologie végétale. La chaleur accélère tout. Et l'endroit le plus important pour apporter de la chaleur lors de la propagation n'est pas aux feuilles, mais à la zone racinaire. Les tapis chauffants pour semis, disponibles à petit prix dans n'importe quelle jardinerie, placés sous les plateaux ou conteneurs de bouturage, maintiennent la zone racinaire entre 70 et 80 degrés Fahrenheit, soit la plage de température dans laquelle la division cellulaire des tissus racinaires des plantes
se produit le plus rapidement. Même dans une pièce fraîche, un tapis chauffant maintient la zone racinaire dans la plage idéale. Voici l'explication biologique. Les réactions enzymatiques dans les cellules végétales, y compris les réactions qui produisent les tissus racinaires, s'accélèrent avec la température jusqu'à un certain point. En dessous de 65 degrés, l'enracinement ralentit considérablement. Au-delà de 85 degrés, le stress thermique commence. Dans la plage de température optimale de 70 à 80 degrés, ces enzymes fonctionnent avec une efficacité maximale. Les cellules se divisent plus rapidement. Les racines apparaissent plus tôt. L'installation se fait en quelques jours au lieu de plusieurs semaines. C'est une pratique courante dans les serres de multiplication professionnelle. Le chauffage par le bas est universellement utilisé car il fonctionne universellement. Un tapis chauffant domestique coûte moins de 10 $ et transforme immédiatement votre taux de réussite en racinement. Vous pouvez aussi utiliser le dessus d'un réfrigérateur, qui génère une douce chaleur, une astuce traditionnelle qui permet d'obtenir le même résultat. Les racines chaudes se développent. Les racines froides attendent. Numéro 13. Dôme d'humidité brumisateur, désactivant le mode de survie des boutures. Les boutures sont confrontées à une crise existentielle dès l'instant où elles sont séparées de leur plante mère. Ils n'ont pas de racines. Elles ne peuvent pas absorber l'eau, mais leurs feuilles perdent tout de même de l'humidité dans l'air chaque minute par transpiration. Si cette perte d'humidité dépasse ce que la bouture peut maintenir, elle entre en mode de survie, interrompant tous les processus de croissance, y compris la formation des racines, et consacrant toute son énergie restante à simplement ne pas mourir. Un dôme d'humidité élimine complètement ce problème. Recouvrez vos boutures d'un dôme transparent, d'un sac en plastique ou d'une chambre d'humidité qui retient l'humidité autour des feuilles. Vaporisez l'intérieur quotidiennement. Vous créez ainsi un micro-environnement où l'air est tellement saturé d'humidité que la bouture ne perd presque rien par transpiration. Une fois sa crise de survie résolue, la bouture peut rediriger toute son énergie vers ce que vous souhaitez réellement qu'elle fasse, former des racines. Les recherches sur l'humidité de propagation montrent systématiquement que les boutures maintenues à une humidité relative élevée s'enracinent plus vite, produisent plus de racines et ont des taux de réussite nettement supérieurs à celles laissées à l'air libre. Le dôme n'est pas permanent. Dès que vous voyez des signes de nouvelle croissance, de nouvelles feuilles qui poussent, des racines formées, vous pouvez commencer à ouvrir progressivement le dôme sur plusieurs jours pour acclimater la bouture à l'air normal. Mais durant cette première période cruciale d'enracinement, le dôme est l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire. Numéro 14. Technique de coupe des nœuds appropriée. Le fondamental non négociable. Tout le reste sur cette liste fonctionne mieux si vous maîtrisez celui-ci, et tout le reste est inutile si vous vous trompez sur celui-ci. Les racines se forment uniquement au niveau des nœuds, pas au milieu des tiges, pas à partir des feuilles, uniquement à partir des nœuds. Un nœud est le point d'une tige, où une feuille s'attache ou s'était attachée. Il s'agit d'une zone concentrée de tissus méristématiques, de cellules indifférenciées, qui peuvent se transformer en n'importe quoi, feuilles, pousses ou racines. Lors du prélèvement d'une bouture, il faut inclure au moins un nœud, idéalement 2 ou 3, dans la partie qui sera immergée dans le substrat de bouturage. Coupez juste en dessous d'un nœud, à 1 cm près si possible. Retirez toutes les feuilles des nœuds qui seront enterrées, car les feuilles immergées pourrissent et introduisent des agents pathogènes. Les nœuds eux-mêmes restent en place, car c'est là que vos racines émergeront. Cela paraît élémentaire, mais un nombre étonnant d'échecs de propagation s'explique par ce seul facteur. Bouture prélevée sur des sections de tiges entre les nœuds, là où aucune formation de racines n'est biologiquement possible. Peu importe l'hormone d'enracinement utilisée, le substrat choisi ou la perfection des conditions de culture. S'il n'y a pas de nœud,
il n'y aura pas de racines. Vérifiez l'emplacement des nœuds sur chaque bouture avant de la placer dans votre substrat. Numéro 15. Timing pour le bois dur et le bois tendre. Le moment où vous coupez est aussi important que la manière dont vous coupez. Le facteur temps est l'une des variables les plus sous-estimées en matière de propagation. Comprendre la différence entre les boutures de bois dur et de bois tendre, et savoir quand prélever chaque type, peut transformer votre taux de réussite plus que presque n'importe quelle autre technique. Les boutures de bois tendre sont prélevées sur les jeunes pousses du printemps et du début de l'été, c'est-à-dire sur les extrémités fraîches, souples et encore vertes des tiges qui n'ont pas encore atteint leur maturité. Ce tissu est riche en cellules méristématiques, en pleine croissance, et réagit rapidement aux stimuli d'enracinement. Les boutures de bois tendre s'enracinent le plus rapidement, mais elles sont aussi les plus vulnérables. Ces tissus mous sont sujets au flétrissement et à la pourriture. C'est pourquoi le dôme d'humidité et les traitements antimicrobiens mentionnés plus haut dans cette liste sont particulièrement importants pour le bois résineux. Les boutures de bois dur sont prélevées à la fin de l'automne ou en hiver, sur des tiges qui ont atteint leur pleine maturité et sont devenues ligneuses. Ce tissu met plus de temps à s'enraciner, mais il est beaucoup plus résistant. Les boutures de bois dur peuvent rester dans un substrat de bouturage pendant des semaines sans se détériorer. Elles prennent plus de temps, mais elles nécessitent moins de précision. L'erreur la plus fréquente est de prélever des boutures de bois dur en espérant obtenir la même rapidité que pour le bois tendre, ou de prélever des boutures de bois tendre en les traitant avec la patience requise pour le bois dur. Sachez ce que vous possédez. Pour des résultats rapides, prélevez des boutures de bois tendre en fin de printemps dans des conditions d'humidité optimales et sous protection antimicrobienne. Pour des résultats fiables et nécessitant peu d'entretien, prélevez des boutures de bois dures en hiver et soyez patient. Les deux fonctionnent. Il suffit que le timing corresponde à votre technique. Numéro 16. Le matelassage aérien, la méthode quasi infaillible. Le marcottage aérien est la technique utilisée par les propagateurs professionnels lorsqu'ils ne peuvent absolument pas se permettre d'échouer. Elle contourne totalement la phase la plus dangereuse de la propagation, celle où la bouture n'a pas de racines et dépend entièrement de l'énergie stockée, en forçant la formation de racines alors que la tige est encore attachée à la plante mère. Trouvez une tige saine sur votre plante mère. Enlevez une bande d'écorce d'environ 1 pouce de large en incisant autour de la tige et en la détachant, exposant ainsi la couche de cambium verte située en dessous. Saupoudrez la zone exposée d'hormones de bouturage. Enveloppez la partie exposée d'une poignée de mousse de sphaigne humide. Maintenant, attendez. En 4 à 8 semaines, selon l'espèce, vous verrez des racines pousser visiblement à travers le plastique transparent directement dans la mousse. C'est seulement ensuite que vous coupez la tige sous la motte et que vous retirez votre nouvelle plante. Il possède déjà un système racinaire complet et fonctionnel avant même de quitter la plante mère. Le taux de réussite du marcottage aérien est extraordinairement élevé pour la plupart des plantes, bien supérieur à celui des boutures classiques, car la bouture n'est jamais stressée. Elle ne manque jamais d'eau. Il n'a jamais besoin de survivre grâce à des réserves d'énergie. Elle développe simplement ses racines à son propre rythme, tout en continuant à photosynthétiser normalement. C'est plus lent qu'un bouturage classique. Mais pour les plantes rares, ou les spécimens pour lesquels l'échec est inacceptable, le marcottage aérien est la solution. Numéro 17. Boost au peroxyde d'hydrogène. Oxygène et stérilité. L'utilisation du peroxyde d'hydrogène peut sembler une intervention radicale, mais à la bonne concentration, c'est l'un des outils les plus propres et les plus efficaces de la panoplie des techniques de propagation. Il accomplit simultanément 2 tâches essentielles. Il tue les agents pathogènes présents dans la zone racinaire et libère de l'oxygène directement dans l'eau ou le milieu où les racines se forment. Utilisez une solution de peroxyde d'hydrogène à 3%. La variété standard vendue en pharmacie
Diluez davantage à environ 1 cuillère à café par litre d'eau. Ajoutez ce produit à votre eau d'enracinement ou utilisez-le pour arroser votre substrat de bouturage une fois par semaine. Le peroxyde d'hydrogène se décompose en eau et en oxygène, sans laisser de résidus chimiques. L'oxygène qu'il libère dynamise la zone racinaire. L'effet antimicrobien élimine les populations bactériennes et fongiques responsables de la pourriture et du ralentissement de l'enracinement. La chimie est élégante. H2O2 devient H2O plus O plus oxygène. Ce qui était un problème potentiel se transforme en avantage. Et comme le produit se décompose complètement, il n'y a pas d'accumulation, pas de dépôt, pas d'impact chimique à long terme sur la plante. Les recherches sur l'utilisation du peroxyde d'hydrogène dans la propagation hydroponique montrent systématiquement un développement racinaire plus rapide et une pression pathogène considérablement réduite dans les systèmes traités. Les cultivateurs hydroponiques professionnels l'utilisent régulièrement. Les jardiniers amateurs devraient en faire autant. Numéro 18, inoculation mycorhizienne, le partenariat fongique. Celui-ci explore en profondeur la biologie végétale et pourrait bien changer complètement votre façon de penser aux racines. Les champignons mycorhiziens sont des organismes qui forment des partenariats symbiotiques avec les racines des plantes. Ils étendent considérablement la portée du système racinaire de manière 10 à 100 fois supérieure en tissant un réseau de filaments fongiques appelé hyphes à travers le milieu environnant. En échange des sucres fournis par la plante, les champignons apportent de l'éau et des nutriments provenant de zones bien plus éloignées de la zone que les racines elles-mêmes pourraient atteindre. Pour la propagation, cela est important car les inoculants mycorhiziens, disponibles sous forme de poudre ou de granulés dans les jardineries, peuvent être appliqués directement sur les boutures au moment de la plantation. Dès leur apparition, les racines rencontrent et se connectent immédiatement aux spores mycorhiziennes, formant ainsi des partenariats dès le début de l'existence du système racinaire. Les plantes ayant établi des partenariats mycorhiziens montrent une implantation nettement plus rapide, une croissance plus vigoureuse et une plus grande résistance au stress que les plantes non inoculées. Les recherches sur l'inoculation mycorhizienne dans la propagation montrent systématiquement une émergence racinaire plus précoce et un développement plus rapide chez les boutures traitées. Ce ne sont pas les champignons qui provoquent l'enracinement, ils créent des conditions permettant aux racines de remplir leur rôle plus efficacement dès leur émergence. Considérez les mycorhizes comme une équipe que vous engagez pour étendre votre système racinaire, avant même qu'il sache de quoi il a besoin. Numéro 19. Milieu composé uniquement de perlite, la base riche en oxygène. Ce que vous plantez est aussi important que ce que vous faites à la bouture. Parmi tous les substrats de culture disponibles, la perlite, utilisée seule sans mélange de terre ou de tourbe, offre des conditions presque exclusivement favorables au développement rapide des racines. La perlite est du verre volcanique expansé. Elle retient l'humidité à sa surface, tout en maintenant d'énormes poches d'air entre les particules. Il en résulte un milieu à la fois humide et extrêmement bien oxygéné, la combinaison exacte qui favorise la formation racinaire la plus rapide. Les racines qui poussent à travers la perlite ont accès à l'humidité et à l'oxygène, dans des proportions idéales sur toute leur longueur. Les mélanges de terre, en revanche, se compactent avec le temps, réduisant ainsi la disponibilité en oxygène. La tourbe retient l'eau, mais peut devenir gorgée d'eau. La perlite reste aérée, légère et riche en oxygène, quelle que soit la durée pendant laquelle les boutures y restent. Utilisez de la perlite horticole pure. Humidifiez abondamment, car ce sera votre seul support pour les boutures. Les racines qui se forment dans la perlite sont blanches, épaisses et nombreuses, visiblement plus impressionnantes que celles que produisent les mêmes boutures dans un terreau standard. Lorsque vous serez prêt à rempoter, les racines en perlite s'adapteront facilement à la terre sans le choc qui accompagne parfois le déplacement des boutures enracinées dans l'eau. C'est le support auquel les propagateurs professionnels reviennent sans cesse,
car les résultats parlent de eux-mêmes à chaque fois. Numéro 20. Scarification. Le déclencheur racine de 30 secondes. Et nous voici au numéro 20, la technique que j'ai gardée pour la fin, car c'est la plus immédiatement applicable. Cela prend 30 secondes, ne nécessite aucun matériel spécial, et cela peut s'appliquer à toutes les boutures que vous effectuerez à partir de maintenant. Scarification. Avant de placer une bouture dans un substrat de bouturage, prenez le bord de votre couteau ou une lime à ongles et grattez légèrement le bas de la tige sur 2 ou 3 côtés. Il ne s'agit pas de couper, mais simplement de gratter la couche externe de l'écorce pour exposer le cambium vert situé en dessous. Voici ce que vous venez de faire. Le cambium est le tissu de croissance actif de la plante. La couche responsable de la production de nouveaux tissus vasculaires, de nouvelles écorces et surtout de nouvelles racines. En l'exposant, vous avez considérablement augmenté la surface des tissus susceptibles d'initier la formation de racines. Au lieu que les racines n'émergent qu'à partir des nœuds, elles peuvent désormais émerger de toute la partie scarifiée de la tige. De plus, la blessure active déclenche la réponse de la plante à la blessure, une cascade de signaux hormonaux qui augmentent la concentration d'auxine au niveau de la blessure, qui est le principal signal chimique pour la formation des racines. Vous ne faites pas que dévoiler davantage de tissus, vous déclenchez la réponse hormonale de la plante qui favorise la formation des racines. Utilisez la scarification en combinaison avec n'importe quelle autre technique de cette liste. Le bain de miel, le trempage dans l'eau de saule, l'obscurité, la chaleur de fond et le composé d'effet. La bouture scarifiée traitée à l'eau de saule, plantée dans de la perlite, sous un dôme d'humidité avec chauffage par le bas, n'est pas équivalente à chacune de ces interventions prises isolément. Les techniques s'empilent. Chacune d'elles élimine un facteur limitant. Ensemble, ils créent les conditions permettant aux racines de se former aussi vite que le permet la biologie de la plante. Et c'est considérablement plus rapide que ce que la plupart des gens ont jamais vu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous en savez maintenant plus sur la science de la propagation que la plupart des jardiniers n'en apprendront en des années d'essais et d'erreurs. Ce ne sont pas des conseils aléatoires. Il s'agit d'un système complet, chaque technique ciblant une variable différente qui contrôle la vitesse de formation des racines. Utilisez-les individuellement et vous constaterez une amélioration. Utilisez-les ensemble et vous obtiendrez des résultats qui inciteront les autres jardiniers à vous demander ce que vous faites de différent. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle technique vous avez le plus hâte d'essayer en premier. Vous allez directement vers l'œilot du saule, prêt à essayer la méthode de la pomme de terre? Ou êtes-vous un adepte du peroxyde d'hydrogène? Je lis tous les commentaires et j'aime sincèrement savoir ce qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre à quoi ressemble la propagation lorsqu'on en comprend les mécanismes scientifiques. Et abonnez-vous à Homestead Roots pour ne jamais manquer une vidéo. Nous sommes là chaque semaine avec de véritables connaissances, celles qui vous permettent d'économiser de l'argent, de préserver vos boutures et de devenir le cultivateur vers lequel les autres se tournent pour obtenir des conseils.